Au XIXe siècle, avant les grandes grèves, qui ont apporté quelques mesures sociales, les travailleurs et les paysans français subissaient une oppression de plus en plus insupportable. La proportion de pauvres avoisine les 75% de la population. Les femmes et les enfants représentaient 75% de la main-d'œuvre textile. Entre 1803 et 1815, plus de 6 millions de personnes ont perdu la vie dans les guerres napoléoniennes. Dans les écoles, on sépare les filles et les garçons qui ne fréquentent pas le même établissement et ne suivent pas les mêmes enseignements. Les filles apprennent la couture, tandis que les garçons y font des exercices militaires. La grande bourgeoisie cumule progressivement toutes les formes de pouvoir. À la puissance économique, elle ajoute le pouvoir culturel en contrôlant la presse. Elle s'impose également dans la vie politique. Ses représentants sont nombreux dans les parlements et les gouvernements. Au XIXe siècle, le processus de colonisation s'accélère. Le Royaume-Uni et la France colonisent l'Afrique, l'Asie et l'Océanie. Dans les colonies françaises, le code de l'indigénat discrimine les indigènes. Les Européens imposent leur culture et leur langue. La durée du travail est de 12 à 15 heures par jour, 6 jours sur 7, 8 heures par jour pour les 8-12 ans, 12 heures par jour pour les 12-16 ans. Pas de retraite, pas de congés payés. En 1834, répression de la seconde révolte des Canuts. Mise en place progressive des régimes politiques d'incarcération. Les émigrés polonais furent victimes de la répression politique. Pourquoi ce rappel, qui nous ramène à une époque que nous croyons révolue et éloignée de notre vie quotidienne? Mais la bourgeoisie, affiliée à un capitalisme décadent, qui a atteint la dernière phase de son évolution, voudrait relancer son expansion en provoquant un large retour en arrière. Revenir à l'époque de sa toute-puissance, par sa domination totale des peuples, par la répression de toute contestation ou opposition. Comparons les 8 préjudices que subissait le peuple au XIXe siècle avec les programmes de la Macronie et de l'extrême droite. Entre 2004 et 2021, le nombre de pauvres a augmenté de 4,2 à 5,2 millions. Ils vivent avec moins de 965 € par mois pour une personne seule. Les mesures de blocage des salaires et réduction des dépenses sociales, suivies d'une nouvelle période d'austérité, motivée par la dette, ont accéléré la paupérisation des catégories défavorisées et de la classe moyenne. Sur la courbe de la pauvreté, en traçant une droite moyenne, on peut voir qu'au même rythme, on dépasserait les 5 500 000 et peut-être 6 millions avec les mesures d'austérité programmées. Les inégalités de salaire progressent depuis la fin des années 2000. Le rapport entre le seuil des 10% les mieux rémunérés et celui des 10% les moins bien payés est passé de 2,87 en 2009 à 3 en 2021. Les données sur les conditions de travail en France ces dernières années montrent qu'elles sont mauvaises. Pénibilité, demande émotionnelle, stress, manque d'écoute. Les salariés français sont plus mal lotis sur tous ces points que nos voisins européens. Le travail indépendant sur les plateformes, emplois ubérisés, est parmi les plus élevés d'Europe. La structure de l'emploi plutôt précaire favorise de mauvaises conditions de travail, instabilité de l'emploi, revenus fluctuants, difficulté à créer un contexte social de travail stable. Mais cela va plus loin, c'est en fait l'ensemble des conditions de travail en France qui sont dégradées, y compris les conditions de management. Hausse des emplois non qualifiés, qui représentaient un peu plus de 8% de l'emploi au début des années 1980, contre près de 15% aujourd'hui. Un quart des salariés disent vivre souvent ou quotidiennement des situations émotionnelles dérangeantes au travail. L'Occident, qui sent sa perte d'influence dans le monde, tente de créer des zones d'instabilité et implanter ses forces militaires partout sur le globe. Cette situation engendre une course aux armements de plus en plus dangereuse. La Chine, qui a toujours été faible sur ses dépenses de défense, est aujourd'hui en phase de devenir la 3e puissance militaire, derrière les USA et la Russie. Les pays en voie de développement achètent de plus en plus d'armes au détriment de leurs budgets sociaux. L'Europe, vassale des USA, s'équipe pour devenir une force de soutien. Il faut dire que les capitalistes de pays comme les États-Unis ou la France, grands exportateurs d'armes, y trouvent leur compte, et les grands fonds de pension sont prêts
à reconstruire les pays dévastés par les guerres. Mais derrière cela, il y a des populations entières qui sont décimées, des sommes considérables qui partent en fumée et le risque de la destruction totale de la planète. L'école, l'ennemi de la contre-culture droitière. Nous assistons à une bataille en règle contre l'éducation populaire et gratuite qui serait la source de tous les maux de la société. Les jeunes n'auraient plus de ligne de conduite, ils seraient wokistes et sans respect pour la République. Il faut dire que la République conservatiste ne leur promet pas un avenir bien serein. Beaucoup d'entre eux, issus des classes populaires, sont devenus des sous-citoyens, livrés à eux-mêmes, dépourvus de ressources et victimes des brimades policières. La bourgeoisie en a peur, car ils ne sont pas alignés sur les références de la société de l'entre-soi. Il faut donc mater cette jeunesse en lui proposant une éducation conformiste et autoritaire, et pourquoi pas militaire. Le CNU, les uniformes, la police dans les écoles, la mise au pas des enseignants, la modification du message historique, sont des réformes dictées par la France de Pétain. Sélection à tous les niveaux, interdiction des smartphones et des assemblées générales, évacuation des grévistes et manifestants. Là, il s'agit vraiment d'un retour au XIXe siècle. Nous n'avons plus la cour du roi, mais les laquais du capitalisme, qui s'organisent en lignées et en castes pour sortir du parcours commun et se construire une vie confortable aux frais du contribuable. Ce sont des gens sans scrupules, menteurs, profiteurs, méprisant du petit peuple, qu'ils soient libéraux ou extrême droitiers, ils ont le même dessein, bien profiter et si possible, s'enrichir sans effort. Ils sont maîtres de tout, élus à vie ou actionnaires d'entreprise, permutables d'une position à l'autre, vivant en milieu fermé. Ils utilisent les médias à leur possession pour porter un discours anxiogène afin d'éloigner le peuple d'une volonté de rébellion. Ils savent piocher dans la caisse publique, mais n'entendent pas en restituer une part à la collectivité. Ils préfèrent créer des trésors dans les paradis fiscaux. Ils paient peu d'impôts et ont souvent des revenus à vie. S'ils se soumettaient à la règle collective, il serait tout à fait possible, avec cela, de financer des programmes sociaux et des services publics de qualité. La monarchie a été remplacée, il ne faut pas qu'ils croient que leur règne va se perpétrer éternellement. Les droitistes considèrent que la colonisation a été une époque glorieuse pour notre pays. En conséquence, ils refusent de condamner les massacres et les pillages qui ont accompagné cet honteux épisode. Ils refusent également de considérer que l'immigration d'aujourd'hui est une conséquence directe de la gestion ségrégationniste effectuée par les colons français en Afrique ou en Asie. Les pays qui ont gagné par les armes leur indépendance, comme l'Algérie ou le Vietnam, continuent à être considérés comme des ennemis. Les immigrés, qui dans leur pays n'ont pas pu bénéficier de l'exploitation de leurs ressources naturelles, demandent réparation, mais ils sont reçus dans notre pays comme des parias non humains. La droite et les médias des oligarques cultivent un racisme systémique qui a également pour effet de diviser nos concitoyens. Ces derniers temps, avec la perspective d'un accès au pouvoir de l'extrême droite, le racisme somnolent se révèle au grand jour. Les insultes, les ratonnades, les discriminations envers les Africains et les Arabes s'accélèrent, les Français d'origine africaine ou maghrébine se sentent rejetés par la population dite européenne. Cela peut conduire à une guerre civile. Le capital considère que rien ne doit entraver sa concentration de profit. Après la pression sur les salaires, la mise en cause du droit du travail et des droits syndicaux, pour augmenter ses profits, il lui faut s'attaquer aux diverses formes du temps de travail, horaires hebdomadaires, retraite, congés payés et chômage. La politique, menée par les gouvernants de ces 30 dernières années, a été de remettre en cause tous les acquis liés au temps de travail et à la vie sociale des travailleurs. Là aussi, le chemin vers un retour au XIXe siècle est tout tracé. L'ubérisation des emplois, la précarité, l'augmentation du temps de travail, la suppression des protections sociales conduisent à une nouvelle forme de servage. Boulot, 24 heures sur 24, dodo, si l'on dispose encore d'un lit, conso, pas pour tout le monde, serait l'avenir que l'on léguerait aux générations futures. Les valets du capitalisme, correctement récompensés, pour l'instant,
pensent être à l'abri de cette monstruosité, mais ils ne font pas vraiment partie de la caste dominante, leur tour viendra. Cette perspective amène à se demander quelles sont les motivations des électeurs qui votent pour ce projet destructeur et rétrograde. Ont-ils perdu toute volonté de progrès ou sont-ils suicidaires? L'humanité, contrairement aux autres formes de vie, aurait-elle abandonné l'instinct de survie? La plus grande crainte des droitistes, au service du capitalisme, ce sont les révoltes et les émeutes populaires. Avant qu'elles prennent une ampleur irréversible, le système les fait taire par une répression policière, brutale et parfois sanglante. Les gilets jaunes en ont fait la triste expérience, handicap à vie, membres brisés, fracture du crâne. Il devenait difficile de manifester sans se faire matraquer ou gazer. Il en a été de même pour les grandes manifestations contre la réforme des retraites, les émeutes suite à la mort de Naël à Nanterre et maintenant contre les étudiants et lycéens qui occupent leurs établissements. Le programme de l'extrême droite prétend rétablir la sérénité dans toutes les zones du pays. On voit bien comment des milices se mettent en place pour, selon leurs propres mots, casser du bougnoul, du gauchiste, du PD. Les médias essaient de mettre en porte-à-faux la gauche, qui préparera une riposte dans la rue, à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il est certain que celle-ci ne restera pas inactive. Nous avons toujours combattu, même sous un gouvernement de gauche, les régressions sociales. Il n'y a pas de raison que l'on laisse faire. C'est sûr que les conditions de contestation, sous un gouvernement fasciste, seront difficiles, mais c'est la seule solution pour faire entendre la voix du peuple. Tout le monde ne le ressent pas comme cela, mais la situation est grave. L'arrivée au pouvoir d'une coalition droite libérale, extrême droite, est la voie à la transformation de notre République. Liberté, égalité, fraternité, en travail, crache sur tes voisins et crève avant l'heure. Une société intenable et mortifère qui permettra toutes les exactions possibles. Ça ne plaira pas à la bourgeoisie dirigeante et planquée, mais il faut réagir avec tous les moyens possibles et avec le plus grand nombre. Affaiblir Macron avant de le dégager est une chose, mais si c'est pour nous enliser dans le fascisme, ce n'est pas mieux. La seule voie possible pour conserver nos biens communs et notre honneur de vrais républicains est de voter pour le nouveau Front populaire. Si celui-ci vous paraît disparate et peu sûr, sachez quand même qu'il s'appuie sur de nombreuses organisations politiques, syndicales, associatives et groupements citoyens qui l'empêcheront de dévier de ses objectifs. Aucune voix ne doit manquer, relayez le message.